Démarrons. Donc, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. On a travaillé donc la partie French Healthcare Alliance, le club santé Chine, avec Medicine à vous préparer donc ce séminaire aujourd'hui, suite à une discussion que j'ai eue de mon côté avec Blandine sur l'intérêt que cela pourrait avoir pour la communauté française de mieux comprendre comment les entreprises ou des entreprises en Chine ont réagi. Il y a quelques semaines de ça, 2 mois maintenant à peu près, comment nous avons réagi ici en Chine, qu'est-ce que nous avons mis en place dans nos sociétés et comment cela pourrait vous donner des idées, vous aider à passer ce cap en France. Avant de démarrer la session, je sais que Blandine voulait passer quelques mots, donc je vais lui passer la parole. Blandine, tu es bien avec nous? Oui, donc merci beaucoup Benoît pour cette introduction. Donc tout d'abord, de la part de toute l'équipe Medicine, je tiens à remercier le Club Santé Chine pour sa mobilisation et en particulier l'équipe de Jumeaux Partners ainsi que tous nos intervenants aujourd'hui, donc Jérôme Vieillard d'Ipsen, Fabrical de Proteor et Benoît Collineau du Club de Business France en Chine. Et nous sommes très reconnaissants de cette solidarité et nous vous remercions d'offrir un partage d'expérience à nos TPE et PME membres de Medicine dans cette période de crise Covid-19. Aujourd'hui, on compte environ 70 participants et du côté du pôle de Medicine, on tient vraiment à vous rappeler notre mobilisation et notre soutien dans cette période de crise sanitaire. Donc voilà, je vous remercie encore et Benoît, je te laisse commencer ce webinaire. Merci pour cette introduction et les remerciements. Je pense que c'est normal d'accompagner et d'aider. Je vais d'abord introduire, donc il y a donc Jérôme Bayard, Jérôme qui est là, côté Ipsen, donc plutôt voilà, grosse pharma, filiale en Chine. Donc un point de vue qui va sûrement être intéressant et qu'on va pouvoir accueillir. Donc, bonjour Jérôme. Bonjour à tout le monde. Fabrice Anne, donc Proteor, entreprise medical device française aussi. Je pense qu'on vous qualifie plus de PME, je pense que c'est une TI aujourd'hui. Donc avec une filiale aussi en Chine présente. Donc bonjour Fabrice, merci de venir partager aussi. Bonjour. Et Benoît Collineau, côté Business France, je ne sais pas si Benoît, tu as réussi à nous rejoindre déjà. Non, pas sûr. Il va nous rejoindre dans le débat. Benoît Collineau est très impliqué sur toute la partie commande de masques, de respirateurs pour la France. Je viens d'arriver, il est situé là, parfait. Bon, bonjour Benoît, donc tu es quand même très impliqué, bonjour, ça n'empêche pas. Et tu prends le temps de venir partager avec nous, donc c'est super. Voilà. Donc aujourd'hui, on va articuler la conversation autour de ce que nous avons appris de cette crise en Chine. On a à peu près, on va dire, 8 semaines de learning de plus que ce que vous avez et ce que vous vivez aujourd'hui en France. Chaque petite chose, chaque petite action compte sur une entreprise pour réussir à passer ce moment. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a décidé de partager et d'essayer de transmettre des expériences, peut-être aussi bien les choses qui n'ont pas marché que les choses qui ont marché. On va voir comment nos panélistes partagent. Nous avons dans la partie chat, nous avons Yan Yang et Yichen, donc côté de Jumeaux, qui sont là aussi pour modérer et prendre vos questions. On va essayer de prendre vos questions. Peut-être, je pense qu'on va articuler le panel sur trois grands axes. Sur chacun des axes, je vous amènerai à poser vos questions et à ce qu'on puisse les poser aux panélistes. S'il vous plaît, évitez de partager en direct dans la session. Essayez de passer par le chat pour poser vos questions et en tant que modérateur, je poserai les questions à nos invités. Voilà. Je vous encourage à vous présenter dans le chat aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà. Donc sur ce, nous pouvons commencer.
Dans les différents questions et panels sur lesquels moi j'ai pu participer, il y a 3 axes principaux qui ont tendance à ressortir. Un axe qui est sur la problématique de communication, soit la communication en interne avec son staff, soit la communication à l'externe avec ses partenaires, ses clients. Donc, comment garder le lien quand tout le monde est confiné chez soi et tout le monde doit gérer à distance. Donc, il y a tout un tas d'outils, de process à mettre en place à ce niveau-là pour que ça fonctionne. Le deuxième élément est souvent sur la gestion de la trésorerie et du cash. Comment faire pour se préparer, la crise va sans doute durer un petit peu, donc comment on arrive à collecter l'argent, comment on arrive à continuer à vendre, qu'est-ce que vous avez mis en place sur ces mécanismes-là. Et le troisième volet, et en général, une fois qu'on est dans cette crise, qu'on a mis en place tous les outils, comment on pourrait bénéficier de cette crise. Comme toutes les crises, on peut souvent en sortir aussi plus fort si on s'adapte. C'est une phrase que j'aime bien, c'est les espèces qui s'adaptent, qui survivent. Je pense que ça s'applique pas mal au business. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous avez fait parmi les panélistes? Qu'est-ce que vous avez entendu parler en termes d'adaptation, d'adaptabilité, qui peuvent permettre aussi de grandir pendant cette crise? Voilà. Donc, on va organiser, je pense, les points sur ces 3 grands axes. Si vous avez d'autres types de questions, on les prendra à la fin pour aussi les partager avec nos interlocuteurs ici. Donc, première question, comment avez-vous géré donc, cette crise dans vos organisations ou peut-être, Benoît, toi, plus globalement au niveau institutionnel et au niveau des autres entreprises que vous avez pu accompagner, comment vous avez géré la partie communication, que ça soit à l'interne, que ça soit à l'externe. Peut-être, Jérôme, tu peux partager un petit peu d'abord et puis on va voir le flow de la conversation. D'accord, merci Benoît. Donc en fait, j'avais 2 points sur cette partie-là. Il y a la communication, je dirais, interne et la communication externe. En communication interne, pareil, 2 parties, c'est qu'est-ce que l'entreprise va faire et mettre en œuvre. Et je trouve qu'il y a plusieurs choses qui ont marché. Donc il faut vraiment gérer ça comme une cellule de crise, même si c'est quelque chose qui est externe à l'entreprise. C'est comment est-ce qu'on le gère. Donc c'est vraiment dédier des personnes pour animer une communication en interne. Ce qui est important, c'est de garder un lien, de créer un lien au niveau de l'entreprise. Donc, nous, ce qu'on avait mis en place, c'est ce qui fonctionne toujours, en fait, c'est vraiment une notion de communication hebdomadaire du management et de l'entreprise, donc avec un vrai fil d'information. Et on a aussi développé ça en Chine et on l'a aussi animé en France. C'est la mise en place d'une radio interne. Donc, il y a un fil Internet où on écoute de la musique ou autre, donc on peut ou pas écouter cette musique-là. Mais surtout, il y a 3 créneaux où, une fois le matin, en début d'après-midi, en fin d'après-midi, on aura des sujets, soit concernant l'actualité, interne ou externe de l'entreprise, donc 15 minutes. Donc, la communication, on va parler de l'actualité interne ou externe. 15 minutes, en fait, en fin de matinée, au début d'après-midi, qui est les auditeurs ont la parole. Donc, les salariés peuvent poser des questions en fait aux personnes qui sont là. Donc, on aura en général toujours, bien sûr, des gens des RH qui seront présents. Et le soir sera plutôt un retour d'expérience. Donc, éventuellement, quelqu'un du terrain, quelqu'un du marketing, quelqu'un des usines qui va partager pendant 10 à 15 minutes. Donc, on va lui poser 2-3 questions, qui va partager son expérience et sa vie dans le cadre du Covid. Et c'est vrai que ça permet de garder un lien. Et ce qui est important, c'est que si les gens ne sont pas là, il faut qu'on garde toujours une très bonne, forte connexion entre les salariés. L'autre élément qui était intéressant, qui était au début une contrainte côté Chine, mais que j'ai vu comme étant un avantage, et je ne sais pas si on peut le mettre en France ou pas, mais la Chine a obligé les entreprises à rapporter de façon quotidienne le nombre de personnes qui étaient malades, aussi bien dans les salariés ou dans la famille des salariés. Et donc cet élément-là, au début, c'est quand même assez contraignant. C'est via la ligne hiérarchique, donc il y a cette remontée d'informations. Néanmoins, je trouve que ça permet aussi de comprendre dans quelle situation sont les gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas de problème, donc qui sont en bonne santé et qui fonctionnent, d'autres qui vont avoir dans leur entourage des difficultés. Et de pouvoir collecter de façon quotidienne, alors après on peut dire juste il y a un changement d'état, hein, mais de pouvoir collecter ces éléments-là, c'est un énorme moyen de pouvoir dire peut-être ce groupe de personnes, cette personne a besoin d'un support plus important.
Et donc, je trouve qu'au niveau corporate, ça, c'est un élément qui a été très bien mis en place. Au niveau des équipes, ce que moi j'avais mis en place au niveau de mes équipes, alors même si en Chine, la notion de la pause café n'existe pas parce qu'on ne va pas seulement se retrouver au café, néanmoins on a mis en place une pause café digitale. Donc ça veut dire que 2 fois par semaine, on se prenait un petit créneau de 15-20 minutes et on parlait de qu'est-ce qu'on avait regardé à la télévision la veille, qu'est-ce que les enfants avaient fait, à quoi ils avaient joué, quel film on avait vu. Et ça permet de garder un contexte qui n'est pas lié à la crise sanitaire ni à la crise de l'entreprise. Et donc, ça permet de dire à un moment donné, on reste en contact. Et donc, cette notion de post-café, donc comme je dis, le café n'existe pas vraiment en Chine, mais cette notion de post-café crée un vrai lien dans les activités. Au niveau des équipes aussi, l'élément qui est important pour moi, c'est la notion donc de conf call, ce qu'on est en train de faire, et de mettre la vidéo. L'attention des gens et le lien n'est pas du tout le même si les gens mettent la vidéo en marche ou ne la mettent pas. Donc le focus est beaucoup plus présent si on a la vidéo. Donc je pense que c'est une bonne pratique à avoir. Alors après, peut-être qu'on est beau là, on peut être en short en dessous, peut-être en pantoufle après, mais à un moment donné, la vidéo est un vrai lien qui permet de garder un esprit d'équipe. Et enfin, je dirais, pour moi, le vrai sujet, c'est par rapport aux équipes, les gens n'auront pas le même rythme. Donc certains vont devoir s'occuper plus des enfants ou en Chine éventuellement de leurs parents, puisqu'ils ont souvent les parents dans la maison. Donc il faut accepter une flexibilité sur le travail, sur donc l'équilibre des charges, sur les horaires de travail. Peut-être certains travailleront plus la nuit, d'autres plus le jour, ça dépend. Et au final, hein, le point clé, c'est faire confiance. Donc, par défaut, on doit faire confiance aux équipes, mais je dirais que c'est encore plus important à ce moment-là. Et si le lien est partagé, si la confiance est donnée, ben, au final, je pense que ça marche pas trop mal. Hein. Donc, pour moi, c'était les vrais points sur une communication interne. Donc, je ne sais pas si on glisse sur l'externe, on attend un tout petit peu, Benoît. Écoute, je vais passer la parole pour le moment, oui. Et puis on va revenir dessus, je pense, en fonction des différents points de communication. Super intéressant, beaucoup de points différents que vous avez réussi à mettre en place. J'aime bien la partie radio, est une idée vraiment intéressante à essayer de mettre en œuvre. Le côté technologique doit être assez simple à mettre en œuvre, mais finalement, l'impact entreprise doit vraiment être intéressant comme expérience. Merci pour ça. Fabrice, est-ce que tu veux partager un petit peu de ton côté ce que vous avez mis en œuvre? Oui, bonjour. Donc, au niveau de la communication, je structurerai aussi cet élément sur la dichotomie communication interne, communication externe. Donc, nous, à notre échelle, c'est peut-être un peu plus facile parce qu'on est une petite structure en Chine, on est à peine 10 personnes, avec essentiellement des commerciaux, c'est une filiale de vente. Donc, l'épidémie, en fait, dans un premier temps, c'était surtout de l'incertitude, en fait. Il faut remettre ça dans le contexte, c'est-à-dire que le confinement a débuté vers le 20 janvier. Ensuite, on nous a dit qu'on reprendrait le travail le 10. Finalement, ça a été reporté au 17. Enfin, tout au début, le premier mois, en tout cas, on ne savait vraiment pas quand on allait pouvoir reprendre le travail. Déjà, ça, c'était un élément à gérer. Donc, nous, on avait très vite mis en place en interne du home working. Mais quand vous avez généralement des gens qui sont des commerciaux et qu'il n'y a quasiment pas d'activité, ben, il faut les occuper. Donc déjà, le contenu de ce qu'on va leur faire c'est quelque chose qui demande pas mal de préparation et beaucoup de réflexion. Donc nous, on a fait le choix d'avancer en fait sur tous les dossiers qui sont en fait chronophages, mais qu'on n'a pas le temps de traiter pendant l'activité courante. Donc, on a travaillé sur des refontes de catalogues, des refontes de documents, du database client, des choses comme ça. Donc, ça maintient les gens actifs et en même temps, on peut avancer comme ça sur des choses qui, sinon, ont tendance un peu à traîner. Ensuite, je rebondis aussi sur ce que disait Jérôme. À l'heure actuelle, on est à peu près revenu, on n'est pas encore dans une situation normale parce qu'on peut venir travailler, mais on est soumis à un fort contrôle administratif. Donc, moi, je dois faire une déclaration tous les jours à notre loueur qui, lui, ensuite informe le comité de quartier pour dire combien il y a de gens qui vont venir travailler le lendemain au sein de la société. Et théoriquement, on est censé ne pas dépasser le chiffre de 50% du staff. Ce qui veut dire que j'ai une moitié d'équipe qui est ici et j'ai une moitié d'équipe qui est à la maison et on tourne. Donc ça aussi, ça nécessite de gérer.
Après, en termes de communication, on n'a pas trop de difficultés entre nous parce que voilà, on n'est que 10 personnes. Donc, on a le téléphone, le WeChat, l'Internet. Mais il faut quand même un peu essayer de jongler avec tous ces éléments. Après, pour la partie communication externe, ce qu'on a essayé de faire, c'est le plus important pour nous, c'est garder le contact avec les clients. Comme en fait, certains clients ont commencé à reprendre leur activité, d'autres pas du tout. Ce qu'on a fait depuis la première semaine, en fait, c'est qu'on fait un point hebdomadaire avec tous les clients. Donc, on les appelle par téléphone pour prendre des nouvelles, pour les avertir que nous, on a repris l'activité, qu'on est là, et puis pour essayer d'avoir des informations et voir comment ça évolue. Donc, pour vraiment garder ce contact clientèle. Ensuite, on a essayé de développer des formations par ce qu'on fait aujourd'hui, du webinar. Donc, des formations commerciales ou techniques avec des clients par visioconférence, quelque chose qu'on ne faisait pas et qu'on va peut-être faire beaucoup plus dans le futur. Et on a aussi utilisé pas mal notre landing page, donc, via WeChat avec le système de code QRM. Donc, via la WeChat, on envoie des films corporate, on envoie des informations produits. Et on a aussi un retour comme ça sur les réseaux sociaux. Voilà, donc en gros, au niveau de la communication, c'est ces éléments-là. Merci beaucoup, Fabrice. Donc, super intéressant, des choses complémentaires à ce qui a été mis dans une grosse entreprise comme Ipsen, où vous avez les moyens de mettre des choses en place qui sont vraiment un peu massives comme cette idée de radio. Je trouve ça très bien. Des choses très concrètes donc, de votre côté sur la capacité à gérer les gens. Vous n'avez pas trop mentionné de votre côté la partie training. Je ne sais pas si vous avez profité pour former vos sales. J'ai entendu aussi dire que, notamment dans les pharma, vous aviez mis en place pas mal de formation et de training des équipes commerciales pendant cette période de ralentissement aussi. Donc, formation de l'externe, j'ai entendu au travers des réseaux sociaux et peut-être formation de l'interne. Benoît, alors peut-être vision institutionnelle, mais aussi vision un peu d'ensemble sur ce marché de la santé en Chine. Tout d'abord, bonjour à tous. Je vais peut-être juste présenter Business France parce qu'en fait, ça a un impact beaucoup sur ce que je vais pouvoir raconter et comment ça a impacté, enfin, ce qui se passe actuellement, impacte notre organisation. On a une agence publique avec une mission de service public, donc c'est vrai qu'on accompagne nos clients de façon très étroite, clients qui sont assez divers, des régions, des collectivités, des entreprises individuellement, des startups, des grands groupes, des organisations comme Medicine, bien sûr aussi. Donc on est vraiment au cœur d'un écosystème. Ça, c'est la première particularité. On accompagne des entreprises françaises dans leur projection à l'international, trouver des partenaires, etc. Dans la situation qu'on est en train de vivre et qu'on a vécu, notamment en Chine, même si la situation maintenant a beaucoup évolué en Chine, ça a eu clairement un impact très important pour nous, puisqu'en fait, nous sommes une organisation très déconcentrée, avec un siège à Paris, une grosse structure à Marseille, mais ensuite des bureaux dans 70 pays. Et là, on voit que petit à petit, les foyers épidémiques se déplacent et que ça a un impact très important sur notre activité, qui est quand même très axée sur l'événementiel, sur le fait de faire venir des entreprises à l'international, etc. Donc, ça demande clairement une certaine souplesse. Je ne vais pas trop développer ce qu'on a pu faire en interne parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été dites et qui sont un peu redondantes. Moi, le premier enseignement que j'en retiens, c'est que entre le premier développement mi-janvier, quand le sujet commençait à percer en Chine et qu'on l'évoquait un peu en France, le développement de la crise en Chine, son rétablissement, une certaine forme ensuite pendant 2-3 semaines d'optimisme, puis la résurgence, l'émergence en Europe et maintenant aux États-Unis, et on ne sait pas trop ce qui se passe sur d'autres zones. C'est qu'en fait, il faut vraiment pouvoir s'adapter à la fois en tant qu'organisation et vis-à-vis de nos partenaires, clients, vraiment au jour le jour. C'est-à-dire tout change tout le temps. C'est-à-dire que essayer de se projeter trop loin, finalement, et s'avère assez rapidement caduque. Donc, si je pouvais juste partager un peu cette expérience, c'est vraiment ça. C'est que il faut vraiment être très souple et réorienter sa capacité à réagir de façon beaucoup plus fréquente que ce qu'on ferait dans un schéma normal avec un fonctionnement normal. En interne, moi j'ai juste 2 petits enseignements aussi que je peux peut-être partager. C'est que
nous avons des équipes multiculturelles. Moi, je travaille avec des Chinois, on a des bureaux aux États-Unis, donc avec des Américains, etc., etc. Les personnes perçoivent l'épidémie un peu de façon différente. Alors, je ne vais pas nécessairement épiloguer sur comment nos collègues chinois abordent ça, mais il y a des différences en termes d'approche, de sensibilité à ça. Clairement, on a mis en interne et aussi au niveau de l'ambassade, une cellule de soutien psychologique qui vraiment est surtout là pour réassurer, mais on s'aperçoit que certaines personnes en ont vraiment besoin parce qu'elles sont dans des situations personnelles compliquées, parce que certaines sont en quarantaine alors qu'elles étaient en voyage, parce qu'elles ne peuvent pas rentrer chez eux, parce qu'elles sont séparées de leurs proches, etc., etc. Et pour des grosses organisations avec du staff un peu partout et des cultures différentes, c'est quand même quelque chose qui est vraiment très utile. L'autre enseignement que j'en ai, mais qui est un enseignement très pragmatique, c'est que finalement, nous, dans notre expérience, les gens se sont appropriés la situation et qu'on est vraiment dans une relation de confiance, même si on ne travaille pas physiquement à côté au quotidien. Ça suppose des aménagements en termes d'horaire, ça suppose des aménagements parfois en termes de disponibilité, mais nous, notre expérience, c'est que ça fonctionne bien et que finalement, la plupart des personnes se sont appropriées de façon beaucoup plus large, évidemment, les outils de visioconférence que ça a pu être. C'est un peu les 3 points que j'aurais en fait un peu sur l'organisation interne. Vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos partenaires, en fait, quand je parlais de souplesse, mais c'est juste pour illustrer, notre expérience, c'est que au moment de la crise en Chine, on était très sollicité par des entreprises françaises qui se posaient des questions en termes de rupture de chaîne d'approvisionnement en Chine, et on essayait de les accompagner, de vérifier des informations, de faire le lien, etc. On a beaucoup de fait de choses, et encore maintenant, sur comment appréhender l'impact que va avoir cette crise sur les opportunités en Chine, sur notamment le système de santé chinois, comment cette crise va peut-être changer les orientations de façon un peu générale et aussi précise des autorités chinoises. C'est un exemple en fait de finalement fournir quelque chose, une information qu'on n'aurait pas fournie en temps normal, mais qui permet d'anticiper aussi, d'aider les entreprises à anticiper les opportunités qui pourraient se présenter par rapport au contexte chinois. Et là, je ne vous cache pas, en ce moment, on est, et c'est encore voilà, un gros effort pour nous d'adaptation et de réactivité, mais là, en ce moment, on est depuis quasiment 3 semaines en très fort soutien et appui au sein de l'ambassade, au ministère de la Santé en France et à d'autres ministères, d'autres collectivités territoriales aussi, pour les aider à sourcer, sécuriser sérieusement des masques, des équipements de protection, des tests, etc. Voilà, on s'adapte au contexte. Tout le monde s'adapte au contexte, en fait. Et c'est vrai que tout change tout le temps, donc c'est ça un peu la difficulté. Mais c'est très lié, en fait, à l'évolution de l'épidémie dans le pays, en fait. J'ai peut-être été un peu long, désolé, mais voilà, à la fois en externe et en interne. Merci Benoît, pas de souci. On a une question qui vient de l'audience pour Fabrice. Est-ce qu'il était possible d'en parler un petit peu plus de la partie formation en ligne? Il y avait une question sur ce point-là. Donc, tu nous as parlé de former un petit peu les clients, de partager un peu plus de contenu vers les clients au travers des réseaux sociaux. Est-ce que tu peux étendre un petit peu sur ce point-là? Oui, bon, c'est assez basique en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas du tout. En général, en Chine, ils aiment bien le contact humain. Donc, les formations, généralement, il y a une personne qui se rend vraiment physiquement chez le client, et puis ça peut être une formation technique ou une formation produit. Donc là, comme on ne peut pas trop non plus se déplacer, on a opté pour des formations à distance. Donc pour nous, c'était aussi un galop d'essai parce que ce n'est pas forcément évident. Donc, on a sélectionné des clients qui pouvaient être à même d'être intéressés et qui pourraient jouer le jeu. Et donc, on a déjà fait 1 ou 2 formations. Et donc, après, si on ne rentre pas dans des choses extrêmement techniques, c'est tout à fait faisable. Ça permet de revoir certaines spécificités de produits, de répondre à des questions. Puis, ça crée également du lien. Donc après, au niveau technique, bon, j'ai rien à dire. On a utilisé des systèmes de vidéoconférence chinois, par contre. C'était ni du Zoom, ni du Meeting. Mais voilà, donc a priori, ça a assez bien marché. Et je pense que c'est quelque chose qu'on
qu'on continuera d'utiliser à l'avenir. Parce que forcément, ça permet aussi de diminuer les coûts, puisqu'il n'y a plus de déplacement physique. Et bon, après, ça c'était un de mes points dans la partie innovation. Donc, on avance maintenant, c'est pas grave. On avance, mais voilà, en fait, c'est vrai que c'est un bon système. Et c'est vrai que les gens, en tout cas en Chine, on a les outils, mais personne ne franchissait vraiment le pas. Et maintenant, avec cette épidémie, je pense que les gens vont être beaucoup plus enclins à passer à la visioconférence. Très bien. Merci. Jérôme, tu veux peut-être dire quelque chose sur ce point aussi, sur le côté formation? J'imagine que vous avez aussi peut-être fait des choses là-dessus. En effet, donc ça c'est bon. On utilise déjà les outils technologiques pour se faire certaines formations, mais c'était pas très très développé. Et on a mis en œuvre en fait, en effet, ce type de formation, soit à la demande des médecins. Donc, dans le cadre d'un laboratoire pharmaceutique, on peut avoir des discussions avec les médecins. Donc, c'est les médecins qui doivent faire une demande et nous, on répond à cette demande-là. Et ce qu'on a aussi développé, en fait, mais on le fait aussi maintenant en Europe, on l'avait fait aussi en Chine au bout de quelques semaines, c'est des mini-congrès. Donc, exactement comme sur le format en fait qu'on est en train de faire maintenant. Et au début, on ne pensait pas que ça marcherait. Et on a trouvé des sessions, on avait plus de 300 personnes en fait en ligne. Alors après, il faut les outils qui fonctionnent. Mais au final, ça permet aussi d'avoir des intervenants d'autres pays qui participent très facilement. Donc, il n'y a plus le problème du voyage. Donc, il faut juste gérer le décalage horaire. Mais au final, on s'est aperçu que ça crée une proximité. Mais néanmoins, ce qui pour moi qui est important, c'est qu'on s'est mis vraiment dans un mode d'écoute. Donc, on a vraiment discuté avec donc, les docteurs ou les hôpitaux en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Et donc, l'élément qui remontait éventuellement, c'était en effet de l'information médicale, de l'information sur les produits. Mais vraiment, on a quasiment arrêté pendant plusieurs semaines l'activité commerciale pure et dure. C'est-à-dire qu'on considérait que ce n'était pas le moment de faire notre promotion habituelle. Donc, on s'est mis plus en écoute. Et donc, il y a eu un bon retour chez les formations en disant, ben voilà, au même titre que nous, certaines fonctions dans les hôpitaux qui étaient moins touchés par le Covid-19, aussi on fait une demande en disant, ben, ça peut être l'occasion de nous informer sur les nouveaux médicaments qui arrivent. Et donc, on a réussi à faire quelques congrès en digital, également pas mal de formations. Et ça permet de toucher le pays. La Chine est assez grande comme pays. Et donc, ça permet aussi de toucher maintenant des zones dans lesquelles on n'avait pas suffisamment de force commerciale aussi aujourd'hui. Et donc, on est en train aussi de réfléchir pour demain, de dire est-ce qu'on ne structure pas une équipe, je dirais quasiment digitale, pour toucher des médecins qui ne voient pas d'équipe commerciale aujourd'hui au médical. On est bien dans la partie innovation. Pour vous deux, ça fait partie des choses que vous avez mis en place et la réaction vous amène dans des idées supplémentaires. Intéressant. Benoît, tu veux réagir sur ce point-là aussi? Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter là-dessus? Sur l'aspect formation, non, je vais être assez redondant. C'est clairement une période pour laquelle on a essayé de profiter de ce temps différent, on va dire, pour pouvoir former les équipes. Mais on a surtout fait beaucoup de choses en fait en direction des partenaires pour les informer et les orienter aussi sur leur stratégie Chine ou l'évolution de leur stratégie Chine. Avec encore une fois une forme d'adaptation qui est en fait très très liée à la conjoncture, qui change toutes les semaines quasiment. Mais voilà. Ok. Alors, similaire à la session qu'on fait aujourd'hui avec Medicine sur l'information de l'écosystème. Voilà. Ok, parfait. J'ai une question qui va être intéressante, je pense, pour faire la transition vers la partie prise de décision, gestion de cash, les choses un petit peu dures business, on va dire. Donc, il y a Charlie qui pose la question de savoir un peu comment vous avez pris des décisions, comment s'est passée la prise de décision, à quelle vitesse, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre. Est-ce que vous avez utilisé des solutions pour vous aider dans ces prises de décision? Et si vous avez pris des solutions, qu'est-ce que vous leur reprochez ou quels sont leurs points forts et leurs points faibles? Donc, si on rentre dans cette partie, qu'est-ce que vous avez mis en place dans l'organisation, peut-être pour passer cette crise? Et quelles décisions vous avez été amené à prendre et comment vous les avez prises dans vos organisations respectives. Fabrice, tu veux te lancer là-dessus d'abord? Oui, ok. Allez. Déjà, ce qu'on a essayé de faire, c'est de ne pas remettre en cause, si vous voulez, le plan d'action qu'on avait défini pour 2020.
C'est-à-dire que de peur, voilà, du fait qu'on ait une crise à traverser, se dire bon, on ne va plus rien faire, on va mettre tous les projets sous le tapis. On a évité de faire ça parce que voilà, on a un développement, on a un budget à tenir. Donc, on essaye d'être extrêmement vigilant, mais de continuer à vouloir être ambitieux. Donc, la première inquiétude qu'on a eue, bien sûr, c'était au niveau de la trésorerie, hein, du cash. Parce que quand vous vous dites, voilà, bon, il n'y a plus à avoir d'activité, vous ne savez pas combien de temps ça va durer, c'est forcément la première chose qui vient à l'esprit. Donc, la première chose qu'on a fait, et là, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé avec les équipes de Proteor en France, c'était de revoir entièrement nos prévisions de trésorerie. Donc, ça, c'est généralement quelque chose qu'on faisait sur une base mensuelle. À l'heure actuelle, c'est hebdomadaire, voire bi-hebdomadaire. Parce que le problème, c'est que non seulement on cumule une activité qui est faible, mais en plus, on a également une baisse des recouvrements parce que tout le monde est dans la même situation et donc tout le monde rechigne à payer dans les délais. Et je dois avouer qu'on fait un petit peu la même chose, c'est de bonne guerre. Donc après, il y a quand même entre guillemets, des points positifs. Nous, dans notre malheur, on a eu une chance, c'était que le mois de février, en tout cas pour notre activité, c'est vraiment un mois très creux à cause des fêtes du Nouvel An chinois. Donc, on n'a pas eu un impact si important que ça sur le mois de février. Donc, c'était déjà une bonne chose. Ensuite, le fait d'avoir une très faible activité, de manière concomitante, ça va réduire aussi certains coûts, puisque là, depuis un mois et demi, en fait, j'ai mes commerciaux qui ne tournent pas. Donc, tous mes frais de déplacement, d'hébergement, d'invitation, ils sont à zéro, alors que théoriquement, c'est à peu près 30% des frais généraux. Donc, quelque part, j'ai quand même une économie. C'est déjà ça de prix. Donc, on a révisé aussi nos prévisions de trésorerie. C'était dans l'objectif, l'objectif était double. Premièrement, c'était de savoir précisément quand est-ce qu'on serait vraiment à l'étiage, donc quand est-ce que ce sera le moment le plus difficile pour nous. Et donc là, on a estimé qu'en fait, ce n'est pas maintenant, mais ce sera plutôt sur mai ou juin, en fait, du fait du décalage dans les recouvrements, avec les 2 mois ou 3 mois de paiement. Et c'est également aussi pour voir à ce moment-là quel sera notre besoin en cash. Et donc là, il y a une discussion, il y a des choses qui sont faites au niveau français pour voir s'il y a besoin de dégager des fonds via le domaine bancaire ou autre chose. Mais là, c'est plutôt du côté de Proteor France. Après, nous, on a fait des choses extrêmement concrètes pour essayer de réduire des coûts ou pour éviter d'hypothéquer l'avenir. Donc, par exemple, on a essayé de demander aux employés de prendre des congés. On a fait prendre aussi 7 jours de congés de direction obligatoire. Donc là, je le dis, mais il faut bien sûr savoir que l'environnement est peut-être différent de celui en France, que ce soit en droit du travail ou en termes de syndicats. Donc, il y a des choses qu'on a faites qui ne sont peut-être pas applicables en France. On a également en fait, demandé aux employés de rester chez eux pendant 5 jours sans en fait, déposer de congés. Donc, ils sont restés chez eux, ils n'ont rien eu à faire, mais ces 5 jours-là, on va les récupérer sur 5 week-ends au cours de l'année, sur 5 week-ends courant de l'année 2020. Donc, ça nous permettra en fait, on décale, si vous voulez, un peu l'activité d'une période creuse à une période qui sera plus dense. Après, bien sûr, on a fait un effort de recouvrement auprès des clients. Ça, c'est avec les commerciaux, avec les comptables. Là, je pense qu'il faut vraiment essayer d'associer le maximum de personnes dans la société. Le recouvrement en Chine, c'est souvent assez difficile. Donc, là, tout le monde y participe. Moi, j'y participe en tant que responsable de la filiale. Les commerciaux, ils y participent en tant que responsable de zone. Et la comptable, elle est aussi là pour faire tout ce qui est réconciliation ou faire des relances. Ensuite, on avait des clients qui avaient des demandes urgentes. On a exigé des paiements comptants, enfin en avance, alors que d'habitude, ils ont 2 mois ou 3 mois de délai de paiement. Ensuite, il y a eu une bonne chose, alors ça a été mis en place par le gouvernement chinois. Pour l'instant, on a un report en fait, du versement des charges patronales. Donc, ça ne fait pas des montants énormes, mais c'est toujours ça également de prix. Ensuite, maintenant, il y a un autre point qui se dégage, en fait,
c'est que, étant donné que la crise du coronavirus s'est étendue en France, maintenant, en fait, on a un peu peur pour nos approvisionnements, parce que 80% de mes ventes se font sur des produits de Proteor France. Et à l'heure actuelle, les livraisons, pour l'instant, elles n'ont pas été arrêtées, mais l'activité est vraiment, diminue vraiment. Et là, pour le coup, ça risque de nous jouer des tours. C'est-à-dire quand on va reprendre l'activité, on risque de se retrouver en rupture si on n'est pas livré assez rapidement. Donc ça, maintenant, c'est une inquiétude pour moi qui est plus importante même que la trésorerie. Parce que la trésorerie, on peut arriver à jongler. Par contre, le jour où on n'a plus de produits, qu'on est en rupture, là, on tombe vraiment dans un cercle vicieux. Pas de produits, donc pas de revenus, donc pas de recouvrement, et ça s'enchaîne. Donc là, j'essaie d'être vigilant sur ce point pour éviter des écueils, tout simplement. Okay. La partie supply chain est aussi un point intéressant et important, je suis tout à fait d'accord. Jérôme, est-ce que tu souhaites compléter ? Non, j'ai pas trop d'éléments supplémentaires par rapport à ce qui a été dit par Fabrice. Je pense que c'est une bonne vision, un bon traitement du cash. Après, sur la discussion, sur la vision et l'évolution, on s'est mis dans la même logique, c'est-à-dire pour l'instant, on imagine ou on imaginait que c'était une crise, je dirais, temporaire, mais au moins au niveau pharmaceutique, ça ne remettait pas en cause le nombre de patients, ça ne remettait pas en cause, je dirais, l'évolution du marché. Après, c'est sûr que ça va changer notre façon d'adresser le marché dans le futur. On est en train de faire le plan à 5 ans en ce moment. Ça fait partie des grandes discussions de est-ce que notre modèle organisationnel est le même ou est-ce qu'on doit investir dans de nouvelles activités ou changer de modèle. Parce qu'on imagine qu'en effet, cette crise qu'on imaginait pour 2 ou 3 mois va durer beaucoup plus longtemps. Et donc, est-ce qu'au final, le modèle que l'on avait économique ne peut pas évoluer? Mais au niveau gestion de cash et au niveau gestion de dépenses, en effet, on a réduit la voilure, mais on n'a pas arrêté de grands projets. On est juste en train de voir qu'est-ce qui est vraiment stratégique pour le futur. Voilà. Okay, merci. Benoît, est-ce que côté institutionnel, il y a des choses qui se passent? On a une autre question aussi qui est un peu liée à la Chine. Je ne sais pas si tu pourras y répondre ou sinon on demandera à Yan Yang, je pense qu'il connaît bien l'écosystème chinois qui est avec nous dans la conférence. La question de Léo, c'est de savoir est-ce que les banques chinoises ont mis en place des dispositifs particuliers comme le report d'échéance de prêt par exemple ou des choses comme ça qui sont aussi utiles sur cette gestion du cash. Donc, en plus de la question sur les outils de prise de décision, est-ce qu'il y a quelque chose sur ce sujet-là? Alors sur la question chinoise, en toute franchise, clairement, il y a eu plein d'annonces régulières, puisque la Chine adopte son plan de soutien à l'économie et aux entreprises de façon très, très, très régulière et relativement de façon fine. Après, se pose toujours la question en Chine, mais de savoir à quel niveau les entreprises internationales, les filiales ont accès à ce type d'aide ou d'appui financier ou de garantie bancaire ou autre. Et c'est très difficile de donner une vision un peu générale parce que ça dépend vraiment des lieux d'implantation. Hein. Les politiques sont définies au niveau national et après elles percolent au niveau local. On pourrait regarder, je pourrais essayer de creuser, demander à nos collègues. Si je repasse sur la France, je pense que sur la gestion d'un point de vue financier, en termes de trésorerie, etc., pour nos entreprises, en tant qu'agence publique et en lien avec tous nos partenaires, et notamment la BPI, mais aussi les régions, a été annoncé là très récemment. Alors, je n'ai pas tous les détails parce que je veux dire que je suis pris par d'autres sujets en ce moment de sourcing de masse pour les autorités et l'État, mais clairement, je pourrais rebasculer ces informations vers certains de mes collègues qui seront plus à même d'informer les entreprises que ça intéresse. Mais sachez juste qu'entre le 1er avril et le 30 juin ont été annoncés un certain nombre de mesures en termes d'accompagnement, notamment financières, par rapport à l'export. Et notamment la BPI qui a développé un certain nombre d'outils en termes de garantie bancaire, de prêts, de crédit pour la crédit trésorerie, etc. Dispositif BPI qui est complété ensuite localement par les initiatives de certaines régions. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'est-ce qu'on peut, nous, en tant qu'agence publique, donner comme appui
par rapport à l'activité actuelle des entreprises qui est un peu mise en difficulté, par exemple par rapport à des commandes en cours, par exemple par rapport à un maintien d'une activité sur place où on a développé un certain nombre d'offres d'accompagnement qui permettent justement de continuer à générer du cash flow par rapport à ces activités à l'export. Donc pareil, ça c'est un peu détaillé, etc. Dans le cadre de la Team France Export. Là-dessus, on a d'ailleurs développé un certain nombre de produits qui sont soit proposés gracieusement, soit proposés avec des fortes réductions. Le troisième étage de la fusée, hein, j'ai parlé de l'accompagnement financier, de la sécurisation de l'activité actuelle des entreprises à l'export, et après, c'est aussi d'utiliser l'international pour pouvoir rebondir, à la fois sur des aspects de formation au marché, d'identification d'opportunités, etc. Ça, c'est un plan, mais je laisserai mes collègues préciser ou peut-être faire passer via Medicène l'information de façon plus précise, puisque c'est très récent. 2, j'ai pas tous les éléments nécessairement complètement en tête, mais en gros, c'est un plan qui court entre le 1er et 30 juin, pardon, 1er avril, donc hier, et le 30 juin, et qui couvre donc les différents volets, des volets assez urgents et puis des volets plus de rebond. Il y a Zakia, j'ai pas envie d'écorcher le nom, pardon, qui nous dit dans le chat qu'il y a un webinaire organisé cet après-midi pour la France par BPI, dont le lien est partagé, exactement sur le sujet des aides financières. Donc, si certains sont intéressés. C'est une approche collective, hein, BPI, les régions, les pôles de compétitivité, nous, Business France, les chambres de commerce. Enfin, désolé si j'en oublie, hein. Mais en gros, vous pouvez notamment faites vos questions sur ce dispositif d'accompagnement immédiat de rebond aussi à l'international, à l'export, à une adresse, je vous la donne, hein, c'est marketing.offre@businessfrance.fr. marketing.offre@businessfrance.fr. Il y a une équipe dédiée qui peut vous répondre et vous orienter là-dessus. Super. Merci. Donc sur cette partie, là, il y a une question supplémentaire, peut-être avant d'entamer un peu l'innovation, sur l'augmentation de la prise de risque. Est-ce que vous considérez que sur la période, vous avez fait des choix avec peut-être un peu moins d'informations que vous auriez eu en temps normal pour essayer de réagir de façon on va dire plus impromptue ou plus opportunistique à certaines choses? Non, ça ne vous inspire pas, je ne sais pas, Fabrice, Jérôme. Est-ce que c'est le cas ou c'est pas le cas? Non, mais disons que le premier réflexe, c'est quand même d'essayer d'être. C'est pas de prendre de risques. C'est plutôt la prudence, réduire, comme disait Jérôme, réduire la voilure sur ce qu'on peut réduire, sans mettre en péril le projet dans le développement à long terme, même si courant de l'année, il y aura peut-être des choix qui vont être remis en question. Après, je pense surtout que la période, en fait, c'est une grosse période d'incertitude. On essaye de rationaliser les choses, mais il faut quand même se l'avouer, on navigue un peu à vue. Donc, en fait, toutes les décisions qu'on prend, en fait, on les revoit en permanence. Pour ça, tout à l'heure, quand je parlais de trésorerie qui est revenue de manière hebdomadaire, voire bi-hebdomadaire, c'est parce qu'en fait, c'est très difficile pour moi de dire combien vont payer les clients en termes de recouvrement. Donc, en fait, on ajuste avec les rentrées. Et je pense que c'est un peu la seule façon. Après, on n'a pas non plus à prendre énormément de risques sur des affaires proprement dites, parce qu'en fait, l'activité est en berne. Il y a environ, pour nous, en ce qui nous concerne, il y a une activité qui a diminué de 30 à 40%. Et le problème, c'est que ça va encore perdurer parce que nous, nos clients, enfin nos patients, on va dire, ils sont dans les hôpitaux. Et à l'heure actuelle, il y a énormément d'hôpitaux qui sont soit fermés ou en tout cas soit auxquels on n'a pas accès, soit pour des causes de risques infectieux, soit simplement parce qu'en fait, il n'y a pas de médecins, parce que les médecins avaient été envoyés, par exemple, à Wuhan ou au Hubei, et ils ne sont pas encore revenus. Donc, les hôpitaux sont fermés, ce qui veut dire qu'on ne peut pas aller chercher les patients. Et deuxièmement, il y a un nombre important dans notre domaine d'amputation, puisqu'on est dans le domaine de la prothèse, qui ont été retardées. Toutes les opérations qui n'étaient pas privilégiées ont été repoussées. Donc, on sait qu'on va également avoir une baisse quantitative en fait, de patients dans les mois qui viennent.
Donc, il faut s'ajuster, il faut ajuster les perspectives, les prévisions d'une manière vraiment régulière. Il faut vraiment le faire constamment et s'adapter en fonction. Donc, ce n'est pas évident, mais je pense que c'est un peu la seule façon. Tout en gardant, bien sûr, un objectif moyen terme et long terme. Ok. Jérôme, tu souhaites compléter sur ce point? Alors, assez lié à Fabrice, néanmoins, un point que je voulais aborder qui est assez compliqué au niveau médical, de mon pharmaceutique, c'est les essais cliniques. Et entre autres, c'est sur la continuité des essais cliniques. En effet, aussi bien en Chine, et on est en train de le voir potentiellement aussi en France, c'est tout ce qui n'est pas critique doit être décalé ou traité. Et une vraie question va être comment va être assurée la continuité des essais cliniques. Est-ce que les patients vont bien pouvoir suivre leur traitement comme prévu? Ouais. Et ça, on n'a pas encore une vision tout à fait claire là-dessus. Ok. D'un point de vue pharma, c'est important, je suis d'accord. Merci. Benoît, est-ce que tu veux compléter sur ce point? Je suis pas sûr nécessairement d'avoir plein d'éléments, on va dire, du point de vue d'une entreprise en fait, à partager nécessairement. D'accord. Peut-être du coup, moi, je peux expliquer un peu ce que j'ai vu chez certains de nos clients, qu'on a accompagné d'ailleurs, c'est à la mise en place de scénarios. Donc, on a fait un travail de mise en place de scénarios et de triggers, c'est-à-dire préparer scénario A, B, C et sous quelles conditions on déclenchait le scénario A, le scénario B, le scénario C, de façon à plus être dans la réaction impulsive, mais à plutôt avoir planifié et réagir en fonction d'un trigger qu'on a décidé à l'avance. Et ça a permis à certains de nos partenaires ou de nos clients de réagir de façon raisonnée à des influx. Comme le disait Fabrice, la situation change de semaine en semaine. La planification est assez compliquée. Et donc, cette façon de programmer des scénarios et des triggers conditionnels permet d'être moins dans la réactivité, mais plus dans une approche raisonnée. Voilà ce que nous, on avait conseillé de mettre en place chez certains de nos clients. Si ça peut aider à répondre à la question sur cette partie-là. J'aimerais bien qu'on garde quelques minutes sur la thématique de l'innovation ou la réaction que vous avez eue ou des learnings que vous pouvez garder sur le long terme. On a commencé à en parler un petit peu. Fabrice, Jérôme, vous avez commencé à l'aborder. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaitiez partager sur cette question-là? Moi, pour le sujet précédent, il y aura juste une chose, j'aurais juste une chose à dire, c'est par rapport à la reprise de l'activité en elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas s'imaginer que la reprise va se faire du jour au lendemain. D'ailleurs, on voit bien que ce qui se fait en Chine et la tendance qui se dessine pour la France, parce que j'ai vu qu'il y a eu des annonces du Premier ministre hier qui disaient que la reprise allait certainement se faire par région. Et en fait, c'est un peu ça à quoi on assiste en Chine, où on a des zones qui travaillent quasi normalement, alors qu'il y a d'autres zones où c'est complètement fermé, bien sûr au Roubaix, mais même au Henan ou dans d'autres régions. Donc, et après, en fonction des types d'entreprises avec lesquelles vous travaillez, il y aura également des différences. En Chine, il y a la dichotomie entreprises publiques, nationales, et les entreprises privées. Donc, les entreprises privées, c'est des auto-entrepreneurs, donc ils vont essayer de reprendre le plus vite possible parce que c'est leur denier. Alors que les entreprises d'État, les appareilleurs d'État, c'est plus administratif et donc la reprise est décalée. Donc ça, c'est aussi un élément avec lequel il faut jongler. C'est une question, c'est deux questions d'ailleurs. On avait deux fois cette question-là dans le fil de questions. Donc peut-être Jérôme, tu veux aussi élaborer sur ce point de reprise du secteur de la santé en Chine. Et je pense que Benoît, c'est un sujet que tu connais bien aussi. Je vais te laisser réagir là-dessus et on reviendra sur le sujet d'innovation après. Jérôme, du coup, sur cette problématique de reprise. Donc sur la reprise, en fait, et puis culturellement, la Chine est aussi différente. C'est-à-dire qu'il y a aussi une injonction du gouvernement dans les provinces qui sont aptes à travailler. Donc même dans la communication qui est donnée par nos collègues dans certaines provinces, il y a vraiment on doit aller travailler. Donc il y a quand même une culture aussi qui est faite pour que ça bouge. Mais en effet, le rythme est différent. Pékin, par exemple, est assez retardé aussi, puisqu'il y a toujours des contraintes à une grande réunion du comité central. Mais on va dire qu'on est en train de vraiment préparer une reprise pour la Chine assez rapidement. Je dirais juste le delta, il faut s'assurer du vrai contrôle de la maladie.
puisqu'au final, ils ont mis beaucoup de barrières à l'entrée même de tous les non-nationaux. Et malgré tout, il y a toujours des petits pics, donc des pics de maladies par-ci, par-là. Donc, mais aujourd'hui, nous, nos équipes sont en train de se structurer pour reprendre, je dirais, dans les 2-3 prochains mois, être quasiment à 100%. Donc, on est en train de repartir là-dessus. Après, en effet, est-ce que les hôpitaux vont répondre aussi facilement? C'est pas encore tout à fait clair, en fait. Mais au niveau équipe, je dirais, commerciale haute, on est quasiment prêt pour repartir. Okay. Merci. Benoît, est-ce que tu veux réagir sur ce point aussi? Peut-être pas nécessairement sur ce point spécifiquement, mais éventuellement, je peux peut-être vous donner un éclairage un peu aussi sur l'impact tel que je le ressens de cette crise sur les approches des entités internationales et chinoises dans la gestion de cette épidémie, parce qu'en fait, on a vraiment eu un laboratoire au niveau mondial qui était la Chine, si ça intéresse, mais avec un point assez intéressant, c'est que si je regarde à peu près la situation actuelle dans laquelle est notre pays et comment on nous demande de pouvoir aider à identifier des solutions médicales, quelles qu'elles soient, notamment sur la partie test, qui fassent sens, on est vraiment dans un environnement qui est extrêmement compliqué parce que beaucoup de tests de diagnostic, soit par PCR ou par sérologie, ont été autorisés dans l'urgence en Chine, et c'est vrai partout en fait. Donc ça n'offre aucune garantie nécessairement sur on va dire, la fiabilité de ces tests, et sur les questions de faux positifs, faux négatifs, on a tous vu des articles là-dessus. Et donc ça demande vraiment un travail de creuser, et qui est un travail beaucoup plus fait de collectif et communautaire, qui implique les industriels, qui implique les instituts académiques, à la fois chinois et français, en tout cas à notre niveau, en termes de comment on peut s'appuyer sur la Chine pour profiter de leur expérience, identifier des technologies qui ont été déjà développées, qui peuvent être directement et très facilement, rapidement en tout cas, utilisées en France. Ça demande vraiment de recouper beaucoup d'informations, parce qu'il y a beaucoup de publications. Donc, il y a à la fois cet aspect collectif et de partage d'informations, et aussi la priorisation d'informations qui est extrêmement complexe en ce moment, sur comment on choisit tel test versus tel test. Sachant qu'en plus, en France, on est en train de revoir évidemment la politique de prise en charge, la politique de testing au sens national. C'est assez intéressant en fait. Sur le coup, c'est une expérience assez particulière, parce qu'on était plutôt historiquement et habituellement sur je suis une société française, j'ai une solution innovante, unique au monde ou quasiment unique au monde, je viens en Chine, je vais vous apprendre la vie. Je caricature un peu, mais c'était un peu souvent l'approche qu'on ressentait de la part de nos sociétés. Et là, c'est plus tout à fait comme ça. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a rien à offrir encore et que ça rebat complètement les cartes, hein, c'est pas ce que je dis. Mais c'est peut-être quelque chose d'un peu plus équilibré, quelque part, mais qui est peut-être aussi un peu plus fructueux à mon sens, quelque part aussi. Ok. Je comprends là de vos remarques, si on essaie de résumer, qu'il y a une activité économique qui redémarre. La situer dans le temps est encore un peu compliqué. Elle est assez facile s'il n'y a pas de rebond et de nouvelles épidémies, mais si jamais on retombe dans des rebonds suite à des voyages, ça va recomplexifier la situation. Donc ça reste assez flou. Par contre, ce que j'entends aussi dans ton discours, Benoît, c'est que dans cette problématique de relance, il y a aussi une problématique de remettre en place les normes qui ont été un petit peu abolies pendant la période de crise pour essayer de servir la demande. Il faudra retrouver tout doucement un passage vers la normalisation qui va être important pour sécuriser la qualité et tout ce qui avait été mis en place précédemment. Ça revient donc sur mon sujet d'innovation. J'y tiens un petit peu, et il y a quelques startups dans l'écosystème, et je pense que c'est important de comprendre ce qu'on peut apprendre de ça. Il y a une question aussi autour de l'impact sur les startups chinoises. Donc, vraiment, je pense cette question d'innovation assez large. Est-ce qu'il y a, en une ou deux phrases, quelque chose que vous souhaitez partager, soit en interne chez vous, de choses que vous allez garder de ce que vous avez appris de cette partie-là, ou que vous avez vu apparaître dans l'écosystème qui vous semble intéressant de signaler, qui vont sans doute impacter le reste des années à venir en termes économiques sur le domaine de la santé, au moins en Chine?
Est-ce que je peux prendre la parole, Benoît, parce que je vais devoir vous Je t'en quitter prie. là, parce que j'ai une réunion. Vas-y. Moi, je vais juste faire enfin, c'est pas un aparté, j'espère pas en tout cas, mais sur l'aspect innovation et qu'est-ce qui sort de Chine. Ce qu'on voit, mais c'est assez normal en fait, c'est que vous avez des sociétés qui étaient historiquement leaders et qui continuent à être leaders et qui développent des solutions. Je vais plutôt parler du diagnostic, parce que le thérapeutique, c'est quand même assez loin du marché. Et qui essayent de se positionner. Et finalement, il y a eu un gros effort qui a été fait de la part des sociétés chinoises dans ce domaine-là. Il est extrêmement compliqué de valider qu'est-ce qui est fiable ou pas d'un point de vue sanitaire et économique et scientifique. Il y a eu beaucoup d'opportunisme en fait, de beaucoup d'acteurs chinois qui sont aussi un peu improvisés, spécialistes de l'IVD pour l'infectieux et la virologie. Et donc, il faut vraiment faire le tri. Je n'ai pas l'impression nécessairement que ce soit comme ça, mais c'est vrai que je reviens un peu sur cette approche collégiale où, en fait, finalement, il y a sûrement des opportunités à développer. En tout cas, du point de vue de la Chine, je pense que ça remet aussi beaucoup de choses à plat par rapport à la rapproche. Ça ne sera pas admis comme ça, mais mon sentiment, c'est que on va avoir des choses bouger au niveau de l'organisation du système de santé, du système d'innovation chinois, en réaction à cette crise. Et avec une planification, à mon avis, à la chinoise qui est avec une vue très long terme. Voilà, je vais devoir vous quitter. Je vous fais juste un aparté sur si parmi vous, il y a certaines structures, sociétés qui ont des besoins en termes notamment d'équipement de protection, vous pouvez revenir vers moi ou vers Business France au sens large. On peut essayer de vous appuyer. Le seul point que j'ai là-dessus, si vous avez besoin, je sais pas, de masques, de protection, FFP2, etc. Le seul point que j'ai là-dessus, c'est qu'en fait, ça ne fonctionnera que si peut-être il y a une capacité à consolider des besoins, peut-être au niveau de Medicine ou j'en sais rien. Donc je dis juste qu'on est disponible pour vous accompagner parce que c'est compliqué de sécuriser des approvisionnements de ce type de produits en Chine et qu'on a, en l'occurrence, on bénéficie notamment de l'appui du Club Santé et c'est très très important. Par contre, il faut que ce soit un peu mutualiser les besoins. Sinon, envoyer 10 000 masques de Chine, bonne chance. Voilà, je vous quitte. Je vous remercie en tout cas. Merci à tous pour votre écoute et j'espère à très bientôt. Merci Benoît, bon courage pour la suite. Merci Jérôme. Donc si on repasse un petit peu, il y a un des sujets, je pense, où on peut rentrer sur la partie innovation, c'est la problématique de l'Internet Hospital. Peut-être que c'est quelque chose qui s'est développé très rapidement avec cette crise en Chine. C'est quelque chose qui arrive tout doucement aussi en France et qui peut aussi balayer un peu l'écosystème. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça ou d'autres points d'innovation que vous voulez aborder, Fabrice, Jérôme? Ouais, moi, je n'ai pas grand-chose à dire sur l'innovation. En fait, je pense qu'un des éléments qui a permis à la Chine de gérer la crise, et surtout d'un point de vue d'organisation, c'est le fait justement que tout ce qui est nouvelles technologies et tout ce qui est applications mobiles soit hyper développé ici, beaucoup plus qu'en France, parce qu'on voit très bien que pendant toute la période de la crise, en fait, les gens ont quand même pas mal déserté tous les supermarchés, tous les gens faisaient leurs courses sur Internet. Avec livraison sur Internet, il y a eu une organisation phénoménale des sociétés de livraison. Et donc, quand on voit effectivement le nombre d'applications qui se sont créées juste sur la période, quand on voit aussi comment ils ont géré le retour au travail avec les systèmes de déclaration par code QRM, on peut voir que effectivement l'avenir il est là parce que il faut pouvoir dématérialiser un maximum de choses, et si on n'avait pas eu ces outils, je pense qu'on aurait été dans une situation encore bien plus dramatique. Donc je pense que les développeurs et toutes les sociétés qui sont sur les nouvelles technologies n'ont pas trop de mourons à se faire à ce niveau-là. Il y a des choses à faire. Elles ont un marché d'adaptation. Il y a un rapport des CCE qui existe sur l'innovation qui est apparue là, sur les 2 derniers mois. C'est peut-être quelque chose qu'on pourra partager aussi. L'innovation qui est apparue en Chine sur les 2 derniers mois suite à ce virus. Donc, ça peut être intéressant aussi pour les startups de voir un peu tout ce qui s'est passé et l'innovation qui a été générée en Chine pendant cette période. Jérôme, tu veux réagir aussi ? Oui, donc moi j'avais 3 points. Un que tu as commencé à aborder, qui est en effet l'évolution du marché. Donc ça existait déjà depuis quelques mois avant la crise, c'est-à-dire que
on voyait des hôpitaux, des pharmacies via Internet se développer. C'est-à-dire que la restriction et les ventes de produits je dirais sur prescription sur le web était assez compliqué, mais néanmoins, il y avait des réseaux de pharmacie digitale qui étaient mis en œuvre. Et là, c'est vraiment en train d'exploser. Et donc, on voit aussi, à mon avis, que c'est un marché qui va vraiment bouger avec un remote diagnostic. Donc, aujourd'hui, on arrive avec son téléphone à avoir sa visite virtuelle. Et les grands groupes sont derrière, c'est-à-dire que les Alibaba, donc qui est le Amazon chinois, a aussi sa propre structure, je dirais, pharmaceutique et médicale derrière. Alors, ils travaillent sur du développement, mais c'est pas encore ça. Mais moi, sur la partie distribution des produits. Donc, ça va vraiment changer de mon point de vue le modèle, aussi bien en termes de on n'a plus besoin d'aller à l'hôpital parce que des crises virales vont sûrement continuer à arriver. Donc, il faut qu'on trouve des moyens pour des maladies qui ne sont pas liées au Covid. Est-ce que je peux toujours avoir mon traitement et mon diagnostic? Donc, ça va vraiment évoluer. Deuxième sujet qui est intéressant, mais qui est aussi stressant, c'est donc il y a peu ou pas de protection de données personnelles en Chine. Et donc aujourd'hui, ils ont mis en place des applications, toutes les grandes boîtes d'intelligence artificielle ou d'informatique ont mis en place du monitoring du patient. Donc en fait, votre historique des 15 derniers jours, de qui vous avez vu, à qui vous avez parlé, où est-ce que vous étiez, définissent un code couleur qui vous permettra de rentrer dans certains établissements. Et donc c'est très en avance sur ce que l'on voit. Peut-être que la loi informatique et liberté en France nous empêchera de faire ça. Mais néanmoins, je pense qu'on va aller vers des modèles comme ça, où au final, en fonction de notre traçabilité médicale électronique, on pourra faire telle ou telle chose. Et il y avait quelques protections jusque-là en Chine, mais de ce que j'ai pu voir, au final, tout ça a volé en éclats au nom de la sécurité sanitaire nationale. Donc ça, c'est un vrai changement au niveau de l'activité. Nous, deux éléments qu'on voit aussi dans l'entreprise, comme ce qu'on a pu évoquer, c'est donc le deuxième point, c'est l'information médicale et digitale. Donc, est-ce que le face-à-face est toujours aussi nécessaire? Est-ce qu'on peut aussi faire des congrès en digital, ce qui permet d'avoir des amplitudes horaires différentes? Peut-être que les médecins voudront se connecter le soir. Peut-être votre assis devant un écran, c'est plus pratique que de se déplacer dans une salle ou dans un hôtel. Donc, comment est-ce qu'on peut développer cette notion d'éducation et de formation via des webinars, via des congrès médicaux digitaux? Et le dernier point qui est pour moi très important, c'est au final, la Chine était sur un modèle où le patient devait aller voir le plus souvent le médecin. Donc en Chine, il n'y a pas de médecin généraliste, on va à l'hôpital, hein, même pour un rhume. Et donc il y avait cette habitude, donc des queues énormes dans les hôpitaux. Et aujourd'hui, et donc il y a une grosse pression sur les prix des médicaments, mais néanmoins, le patient doit aller à l'hôpital. Et s'il y a des traitements ou des solutions qui permettent aux patients de venir moins souvent à l'hôpital, je pense qu'il y a une vraie opportunité par rapport à ça. Donc nous, on a des traitements qu'on est en train d'enregistrer en ce moment. Au lieu d'avoir un traitement mensuel, on est sur du trimestriel ou du semi-annuel. On imagine que c'est une opportunité de dire, ben voilà, pareil, c'est des maladies chroniques. Est-ce que des traitements à moyen long terme qui évitent aux patients de venir tous les mois à l'hôpital, donc de désengorger les hôpitaux, de permettre que ces traitements qui sont simples puissent être faits de façon moins fréquente, c'est une vraie opportunité. Et on passe vraiment d'un modèle où tous les traitements d'un mois ou daily treatment étaient très importants en Chine, et on est en train d'imaginer que peut-être ce focus de voir mon patient tous les 15 jours ou tous les mois va bouger vers du trimestriel ou du semainiel. Bien, merci. Peut-être pour respecter le timing et respecter l'agenda de tout le monde, puisque vous êtes dans la matinée en France, on est dans l'après-midi de notre côté, mais vous commencez en France votre journée. Je vais essayer de conclure. Donc, on a quand même parlé pas mal des trois points qu'on voulait aborder aujourd'hui, donc sur la communication interne-externe avec des innovations différentes et des mises en place différentes. Mais garder un contact clair avec votre staff, ça semble être une chose importante. La mise en place de meetings, même quotidiens, de petits stand-up meetings digitaux de façon à garder le lien est importante. Garder le lien avec vos partenaires, vos clients. Donc, trouver une façon, utiliser peut-être plus ce genre d'outils comme Zoom ou d'autres outils comme ça de façon à garder un lien avec son écosystème. Jérôme, avec Ipsen, vous êtes allé un cran plus loin en organisant des congrès digitaux. De réussir à aller à cette étape-là pour garder un lien de communication. Faites attention
au cash. Donc, côté Fabrice, tu disais que vous alliez sur un point hebdomadaire, voire bi-hebdomadaire sur cette gestion du cash. Ça, c'est la planification très court terme et une planification un peu plus long terme pour regarder est-ce qu'on peut avoir accès à des emprunts bancaires, à des solutions d'accès au cash sur une vision 4, 5, 6 semaines pour être sûr qu'on ne se retrouvera pas à un moment donné dans une situation difficile. Et quelques innovations, quelques nouvelles habitudes, quelques nouveaux process qui semblent ressortir, donc notamment l'utilisation de la visioconférence. Jérôme, tu en parlais, donc la partie organisation de congrès digitaux sur d'autres espaces temps, peut-être avec les médecins et avec, pourquoi pas, sur une clientèle B2C, on pourrait aussi l'imaginer pour pouvoir étendre ces capacités de salon, qui sont aussi en Chine un moyen de toucher ses clients très clairement et qui reste important. On a aussi parlé de la reprise, donc cette reprise partielle en Chine qui va dans le bon sens avec des rythmes différents par rapport aux différentes régions, ce qui risque d'être un peu similaire en Europe quand on voit l'Italie qui commence à sortir de cette crise tout doucement, qui a fait son point d'inflexion hier, et donc qui va tout doucement, on l'espère, pouvoir basculer vers quelque chose de plus sain. On le voit en Chine, la façon dont c'est abordé avec région par région, district par district, communauté par communauté, les décisions sont prises de façon à réouvrir. La Chine fait aussi un petit peu de un pas en avant, deux pas en arrière. On a vu à Shanghai notamment l'ouverture des activités culturelles type Disneyland et des choses comme ça qui ont refermé. Donc, ils ont essayé, ils se sont rendus compte que c'était peut-être pas une bonne idée, ils ont refermé. Donc, j'espère que tous ces learnings-là passeront vers l'Europe dès que possible sur cette partie-là. J'espère que donc une partie des conseils seront applicables pour vous directement dans vos business. Vous êtes un peu au cœur de la crise en France, donc je vous souhaite pas mal de courage. Restez sur le pont, c'est important. Medicine donc, est là pour vous accompagner. Blandine était là tout au long du call aussi. S'il y a des questions à titre particulier, n'hésitez pas à contacter le Club Santé Chine. Typiquement, on sera sûrement ravis de vous aider à répondre à certaines questions. Benoît Collineau était là aussi avec toute l'équipe de Business France en soutien en plus. Voilà, donc je vous remercie bien pour aujourd'hui. Restez en bonne santé et puis peut-être à un prochain épisode. Voilà. Au revoir à tous. Merci Jérôme, merci Fabrice. Merci, au revoir.